Peut-être avant de commencer, je vais vous rappeler les prochains rendez-vous que nous avons avec Audrey. Donc le prochain, ça sera donc le 25 avril sur le côté social et sociétal. Et ensuite, ça sera le 16 mai sur la politique responsable. Donc ce sont les deux prochains webcals sur des formats identiques, format 30 minutes chrono, toujours en lien avec le référentiel destination d'excellence pour la filière des offices de tourisme. Audrey, il est 9h01. Je te propose, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire et qu'il faut faire vite. Donc, je te laisse la parole et je te remercie à nouveau pour ce partenariat, pour tes travaux à nos côtés et de nous amener toujours des solutions pour répondre à ce référentiel qui nous a causé beaucoup, beaucoup de soucis. Mais enfin, aujourd'hui, c'est bon et tu vas nous en dire davantage. Je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, en effet, on va parler de sobriété énergétique aujourd'hui, au travers, bien sûr, des critères du label Destination d'Excellence. Alors, je voulais juste faire une petite aparté parce que je vous ai bien sûr préparé un support que je vais vous diffuser. Et vous allez voir que les numéros de critères ne correspondent plus, pardonnez-moi, avec le référentiel qui est sorti hier. Et je vous avoue que malheureusement, entre hier après-midi et ce matin, j'ai pas eu le temps de faire la mise à jour des critères. Donc, bien entendu, je la ferai et le document que vous pourrez récupérer sera à jour. Mais voilà, je vais juste à chaque fois vous faire la correspondance. Mais en effet, c'était un petit peu juste entre hier et aujourd'hui. Je vais bien sûr venir dessus. Allez, je vous partage mon écran pour parler de sobriété énergétique. Hop. Donc là, en principe, c'est tout bon pour tout le monde. Véronique, tu me confirmes? Attends, attends. Ouais, c'est bon. Allez. Allez, la sobriété énergétique, donc sur le label Destination d'Excellence. Alors, en effet, critère 207 à 220. Alors, de manière beaucoup plus claire, aujourd'hui, on va parler du critère 160 au critère 169 exactement. Donc, forcément, je reviendrai sur ces éléments-là. Allez, qu'est-ce que c'est quand même que la sobriété énergétique? Donc, je voulais revenir rapidement sur cet élément-là. Donc, je vous le dis, hein, on ne parle pas de se priver hein, quand on parle de sobriété énergétique. Hein. On ne parle pas de se priver au point de vivre à la bougie, de s'éclairer à la lueur d'un feu de camp dans le salon, hein, bien que ça pourrait faire une bonne ambiance. Hein. On parle plutôt de l'idée d'apprendre à consommer juste ce qu'il faut sans forcément en gaspiller. Hein. Concrètement, ça veut dire qu'on évite que les écrans, les imprimantes restent en veille H24. On passe plutôt en LED. On arrête de chauffer potentiellement des open space comme si c'était une serre tropicale. On ferme les portes quand la clim ou le chauffage fonctionne. On ferme les fenêtres. Bref, des petits gestes simples mais quand même bien efficaces. Et donc, en effet, si on devait résumer, oui, la sobriété énergétique, c'est surtout arrêter de gaspiller l'énergie inutilement et plutôt commencer à adopter de bonnes habitudes qui font à la fois du bien à la planète, mais aussi, ne l'oublions pas, potentiellement, qui peuvent aussi faire du bien à la facture d'électricité. Allez, le critère donc 207, alors qui est exactement, pardonnez-moi, je reprends, hop, pour bien vous dire, donc en fait, qui concerne aujourd'hui le critère 156, pardonnez-moi, oui, je vous ai dit tout à l'heure 160, mais 156. Donc, on nous parle effectivement de la régulation de la température. Donc, ce critère, il vous dit quoi? Il vous dit tout simplement d'être attentif et de respecter certains process et certaines demandes qui ont été faites à la fois lors justement du plan de sobriété énergétique par l'État, mais aussi par l'ADEME. Donc, on nous parle quand même que d'avoir une température maximale des bureaux autour de 21 degrés, hein, notamment sur les espaces communs, les accueils de l'office de tourisme. Sachez que l'ADEME recommence sur tout ce qui est plutôt partie commune, plutôt 19 degrés. Alors, on parle d'un affichage de sensibilisation qui est fortement recommandé. Alors, bien sûr, pour vous, c'est pas trop vis-à-vis des clients parce qu'ils n'ont pas, bien sûr, accès au dispositif, mais on parle vraiment plutôt à destination de vos collaborateurs pour les inciter, les encourager à respecter ces températures. Et donc, on est plutôt sur un coefficient 3. Et je vous rappelle quand même que si un établissement peut réduire sa consommation jusqu'à 7% simplement en ajustant la température, et encore plus, si demain c'était le cas, en informant bien sûr sa clientèle. Donc, ce fait effectivement de réguler, c'est important. Pareil, la température max 21 degrés, j'attire simplement votre attention, notamment pour ceux potentiellement qui auraient des blocs de clim. La température, c'est-à-dire le 21 degrés, n'est pas forcément celui qui est indiqué sur le bloc clim, mais concrètement celui
qui est effectif au sein du bureau. Donc concrètement, je vous encourage à avoir tous un bon vieux thermomètre, comme ça vous serez certain de la bonne température. Le critère 208, donc en fait critère 208 qui aujourd'hui est le critère 157, concerne cette fois-ci la partie climatisation et où on nous dit aussi substitution, bien sûr, hein, par rapport à d'autres éléments que l'on pourrait avoir. Donc là, on nous parle vraiment du respect des recommandations, pareil, d'un décret, hein, je ne vous le cite pas, il est dans le référentiel. On nous parle en effet de ne mettre la climatisation qu'à partir du moment où la température intérieure dans le bureau d'accueil, elle est supérieure à 26 degrés. Euh, Sachez également qu'il y a quand même des solutions donc alternatives, hein. Donc, on peut avoir des ventilations naturelles, surtout lorsqu'on a potentiellement plusieurs fenêtres ou plusieurs portes. Donc, ça fonctionne aussi, surtout quand la température intérieure est effectivement, on va dire, autour de 25 ou 24 degrés. Et puis aussi, bah, pensez à tout ce qui est protection au niveau justement de vos devantures, de vos vitres, de vos fenêtres, pour éviter là aussi trop d'irradiation du soleil. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que la climatisation, dans les clims, en fait, il y a un gaz réfrigérant. Et ce gaz réfrigérant, aujourd'hui, en effet, il est quand même assez polluant, notamment il a un impact très fort sur le réchauffement climatique, d'où, en effet, bien essayer de réguler son utilisation. Pareil, hein, vis-à-vis demain de votre audit, pour pouvoir montrer le respect de ces principes, ça va être un affichage, ça va être la liste de vos éco-gestes, et puis bah, bien entendu, si vous avez l'audit client mystère côté bien sûr qualité, ça lui permettra aussi de contrôler sur site la température effective. C'est un coefficient donc 3 hein, également, ce critère. Comme je vous le dis, hein, l'installation de ventilateurs à faible consommation permet aussi de réduire grandement la facture énergétique. Et en fonction des endroits où nous nous trouvons, bien entendu, ça peut être plus adapté. J'ai bien conscience qu'entre du bord de mer, de l'arrière-pays ou tout simplement des zones montagnes, c'est vrai que l'utilisation n'est pas toujours la même. Le critère 209, qui là, pour le coup, est maintenant le critère 158 concerne le confort thermique en été. Donc là, on parle principalement de tout ce qui est, oups, pardonnez-moi, tout ce qui est lié en fait aux protections, aux équipements que l'on va mettre, hein, des volets, des brise-soleil, de la végétalisation. Ça, c'est vrai que aujourd'hui, la végétalisation, par exemple, des toits terrasses ou de certaines devantures, hein, ont vraiment des effets importants sur le confort thermique en été des bâtiments, hein. Sachez que pour pouvoir avoir un trait satisfaisant à ce critère, il vous faudra avoir au moins mis en place deux actions. Ce sera un contrôle sur site en visuel qui sera fait, sachant que là aussi, comme c'est un critère qui peut être aussi audité exclusivement à distance, ça peut être simplement une photo. Un coefficient 3, pareil, hein, pour réduire l'usage de la climatisation. Le fait de mettre des voilages d'ombrage, ça nous permet quand même de réduire de 30%. Donc, à voir si sur votre bâtiment, ce type d'installations sont possibles. On en vient maintenant au critère 210 concernant l'éclairage basse consommation. Nous sommes sur le critère actuel 159. Donc, pour ce critère-là, on nous dit quoi? Ben, on nous dit tout simplement qu'on est sur un passage au LED, hein, aux lampes fluo compactes, concrètement. Donc, terminer la bonne vieille ampoule, hein, c'est le passage au LED. En principe, aujourd'hui, vous êtes quasiment toutes les structures déjà dans ce dispositif parce qu'il y avait aussi des obligations réglementaires en ce sens. Euh, voilà, on peut quand même avoir des économies d'énergie jusqu'à 75% en utilisant du LED, donc c'est vraiment important de le mettre. Et là, le contrôle, potentiellement, c'est ce qu'on nous dit. Ça peut être tout simplement fait sur facture, c'est-à-dire la facture d'achat des LED. Si les ampoules ou si, en tout cas, ces systèmes d'éclairage sont mis en place également par votre municipalité, par votre collectivité ou votre Comcom, ça peut être aussi à voir avec les services techniques de la ville pour qu'ils vous remettent les attestations nécessaires pour valider que vous êtes bien passé en hall LED dans l'office de tourisme. Et pareil, je vous avais remis une petite note, hein, un établissement réduit à 40% sa consommation d'éclairage en remplaçant toutes ses ampoules. Donc, c'est aussi pour que vous ayez bien conscience que cette sobriété énergétique, oui, elle a vraiment un gain direct pour toutes les entreprises. Le critère 211. Le critère 211, on est passé sur la consommation et la production d'énergie. On est sur le nouveau critère, donc 160, hein, et améliorer les systèmes et produire autrement. Alors là, on nous parle de réaliser un pré-audit ou un audit énergétique qui doit être réalisé par un expert
indépendant. Ça va être évalué d'une manière assez simple, c'est-à-dire que ça va être évalué sur la facture de l'expert qui vous a fait le pré-audit ou l'audit énergétique, ou tout simplement en envoyant le rapport de l'audit qui aura été fait et qui est daté. Donc, il peut être d'ailleurs daté de l'année 2024 et il sera tout à fait pris en compte. C'est un coefficient 3. Et c'est vrai que souvent, lors de ces audits énergétiques, c'est intéressant parce que vous avez un certain nombre de préconisations qui vous sont faites et ça permet là aussi de réduire aussi les dépenses. Alors, qu'est-ce que c'est quand même qu'un audit énergétique? Je pensais que c'était important qu'on fasse un zoom rapide là-dessus parce que c'est vrai que dans le référentiel, on nous parle d'audit énergétique, on va voir qu'on nous dit que c'est pas la même chose que le DPE, et puis dans un autre chapitre, on va nous parler d'un diagnostic environnemental. Alors, et des fois, je sens bien qu'il est complexe de s'y retrouver. Donc, revenons juste sur l'audit énergétique. C'est une étude approfondie, comme vous le voyez écrit, qui permet d'évaluer la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'une activité pour identifier bien sûr les améliorations possibles. Cet audit énergétique, il prend en compte en fait le chauffage, la climatisation, l'éclairage, les équipements électriques, pardon. Vous le voyez également, tout ce qui concerne l'isolation thermique du bâtiment, le mur, les toitures, les fenêtres, les plafonds, etc. Bien sûr, la qualité aussi des équipements qui sont mis en place dans l'entreprise, que ce soit les chaudières, l'étiquetage également, on va en parler, bien sûr. Et puis, bien sûr, les modes de consommation de l'eau et de l'énergie. Alors, pourquoi est-ce que ça serait intéressant pour votre structure de faire un audit énergétique ou en tout cas de solliciter le propriétaire du bâtiment, donc potentiellement une collectivité ou une communauté de communes, à réaliser cet audit énergétique? Le premier, effectivement, c'est pour réduire vos coûts d'exploitation, tout simplement. Alors, même si je sais bien que tous les offices aujourd'hui ne sont pas soumis à la facturation directe, c'est souvent les propriétaires collectivités qui règlent. Malgré tout, c'est important de parler de cette réduction parce qu'en optimisant bien la consommation, je vous l'ai dit, on peut réduire aussi la facture de 20 à 30%, donc c'est important. Pourquoi également le faire, cet audit? Aussi pour vous engager vraiment dans la démarche éco-responsable et pas juste en effet euh, se dédouaner sur le fait qu'on n'est pas aujourd'hui ceux qui gérons, enfin, qui avons la gestion, pardonnez-moi, de ces équipements. Donc, là aussi, ça va vous permettre de réduire votre empreinte carbone. On en a parlé, par exemple, pour la climatisation, mais également de contribuer aussi à toute la transition énergétique au niveau national. Bien entendu, le réaliser, ça vous permettra aussi de répondre aux critères du label Destination d'excellence. Et puis, ça va aussi vous permettre parfois d'anticiper certaines réglementations, parce que il faut voir que voilà, depuis le décret pardon, tertiaire qui est sorti en France, on a certaines obligations et par exemple, alors c'est peut-être peu le cas, mais si on a un bâtiment qui fait plus de 1000 mètres carrés, on va avoir l'obligation de réduire la consommation énergétique de 40% d'ici 2030. Donc 2030, c'est dans à peu près 5 ans. Donc là aussi, on a des enjeux importants. Le critère nous dit aussi, attention, l'audit énergétique, c'est pas le DPE, c'est pas le diagnostic de performance environnementale. Et c'est vrai qu'ils sont assez souvent confondus, mais on va voir qu'ils ont quand même des objectifs extrêmement différents, des méthodologies et des obligations réglementaires qui sont distinctes. Donc, dans ce petit tableau, vous voyez clairement que aujourd'hui, le DPE, son objectif, c'est d'évaluer la performance énergétique théorique. Il est obligatoire pour la vente et la location d'un bien, donc potentiellement pas dans votre cas. C'est un modèle, la méthodologie, c'est un modèle qui est très standardisé, et sans relevé précis des consommations. Le résultat, c'est qu'en fait, l'établissement obtient un étiquetage donc de A à G, l'étiquetage énergie. La durée de validité de 10 ans. Les publics concernés, c'est les vendeurs, les bailleurs, les acquéreurs, les locataires, etc. Donc, peu effectivement en lien avec l'audit énergétique. Et l'impact, c'est surtout qu'il est informatif uniquement. Alors que l'audit énergétique, son objectif, on l'a vu, c'est identifier les améliorations possibles et proposer réellement un plan d'action. Il est obligatoire uniquement, on l'a vu, pour certains bâtiments tertiaires et également il peut être parfois obligatoire lorsque l'on va solliciter certaines aides, notamment pour de la rénovation énergétique. La méthodologie, pour le coup, on est sur un encadrement méthodologique avec une analyse détaillée, de véritables mesures techniques sur le site, et puis l'étude de certaines factures également. Le résultat, c'est un rapport détaillé avec des actions chiffrées et surtout un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement, bien sûr, qui est estimé. La durée de validité, ça varie selon les besoins et bien sûr l'évolution de tous les équipements aujourd'hui.
Vous pouvez être concerné, vous, en tant que collectivité, en tant que gestionnaire de bâtiment, en tant que professionnel. Et puis, son impact concret, hein, c'est la réduction réelle de la consommation énergétique. Donc, voilà. Dans la diapositive, je me permets, je reviens derrière, hop, juste là. Voilà. Je vous disais que là aussi, en fonction de la taille de l'établissement, le prix peut être très variable et on peut l'identifier à partir de 2000 et à peu près jusqu'à 10 000 euros. Voilà, c'est bien sûr 10 000 euros, c'est lorsque le bâtiment est de très très grande taille. Si je passe au critère donc 212, qui est en fait maintenant le 161, bah, il va concerner tout ce qui concerne l'isolation. Et là, on a trois critères d'ailleurs descendants qui concernent tous la partie sur l'isolation. Donc, isolation des combles et des toitures. Alors, pareil, hein, peu importe que la toiture ne soit pas directement au niveau de votre structure. Je m'entends, si vous occupez le rez-de-chaussée d'un bâtiment et que, bah, bien entendu, il y a pardonnez-moi, des logements au-dessus, c'est les combles et les toitures, ça fait partie de la structure du bâtiment, hein. Donc l'idée, c'est une réduction des pertes de chaleur de 30%. Vous avez un très satisfaisant si c'est 100% isolé. Eh bien sûr, là, c'est une facture qui va le montrer. Ça peut être éventuellement une attestation du propriétaire, des services techniques de la collectivité. Et si, bien sûr, on a fait un audit énergétique, le rapport d'audit nous donnera forcément l'information aussi sur l'isolation. C'est un coefficient 1. Et comme j'aime à le dire, hein, sachez que pour les autres filières, ce critère-là, il a un coefficient 9. Donc, c'est vrai que sur les offices de tourisme, il y a quand même cette prise en compte sur le fait que souvent les bâtiments, vous n'en êtes pas totalement à la main-d'œuvre, en fait, hein, et donc vous avez parfois des difficultés d'agir dessus. On peut gagner jusqu'à 20% d'économie, hein, avec une bonne isolation de toiture. Le 213 ou bah, forcément le 162 maintenant, c'est tout ce qui concerne l'isolation des murs. Donc, c'est la limite des déperditions techniques, hein. C'est 100% isolé, hein, c'est très satisfaisant. Pareil, une évaluation via des factures, le rapport de l'audit, l'attestation du propriétaire, exactement comme le précédent. Un coefficient 1, et bien sûr, ça permet toujours des réductions et des économies. Le suivant, le 214, ou je devrais dire le 163, concerne cette fois-ci l'isolation des planchers. Donc, on reste toujours sur la même thématique. Donc, c'est l'isolation des sols en contact avec des espaces qui ne sont pas chauffés. Donc, en effet, qui dessous des vides sanitaires, des garages, des caves, par exemple. Donc, pareil, on aura 100% si c'est totalement satisfait. Et on aura le même principe de remise pour l'attester. Donc, attestation des services techniques, du propriétaire, facture, rapport d'audit, coefficient 1, toujours. Ensuite, on va avoir tout ce qui concerne, hop, donc le critère 215, c'est le critère 164. Donc, c'est également tout ce qui concerne l'isolation. Donc là, c'est par rapport à tout ce qui est vitrage, hein. Donc là, on va attendre de vous de pouvoir justifier que vous avez du double ou du triple vitrage, hein. Sachez également que le critère nous dit bien que 50% du vitrage, comment dit-on, ça va être effectivement très satisfait si le vitrage est bien performant, hein. Donc pareil, facture, rapport d'audit, attestation. Sachez que le double vitrage, il permet vraiment de réduire aussi les pertes de 10%. Ça, c'est quand même un point très important. Le critère 216 ou le critère 165, donc c'est la réduction des déperditions d'air. Donc bah, là, en effet, hein, c'est tous les systèmes qui font que bah, l'air passe, hein, entre les trous, les joints, etc. Donc bien sûr, on nous parle sur ce critère-là d'installer des systèmes, par exemple des SAS. Ça fonctionne très très bien en effet pour limiter les déperditions d'air, éventuellement des rideaux d'air également à l'entrée des entreprises, de l'office de tourisme, et puis peut-être aussi de revoir tout ce qui est lié aux joints d'étanchéité, des portes, des fenêtres, pour là aussi favoriser, on va dire, le plus d'isolation possible et donc le moins de déperdition. Donc si vous avez deux actions qui sont mises en place, vous aurez un trait satisfaisant. Toujours pareil, là on est vraiment sur des critères où factuellement, euh, les auditeurs ne sont pas des experts en bâtiment et ne sont pas en capacité de valider ou pas les critères, on va dire, en tapant comme ça sur une vitre. Moi, je ne suis pas capable de vous dire si c'est du double ou du triple vitrage. Par contre, il faudra donc bien créer vos documents de preuve avec les factures, les attestations, le rapport d'audit, hein. Euh,
On en vient au critère 217. Donc, le critère 217, c'est le critère, donc, que je ne vous dise pas de bêtises, 166. Donc là, on parle de l'étiquetage environnemental. Donc, on va vraiment voir hein, la partie de l'étiquetage. Donc, le chauffage avec rendement, bah, c'est à peu près 88%, hein, c'est ce qu'il nous dit, hein, hors chaudière, bien sûr. Hein. Donc, on nous demande un étiquetage obligatoire pour les appareils de chauffage et de production d'eau chaude. Donc, l'étiquette, on va voir, elle va de A++ jusqu'à pardonnez-moi, jusqu'à A, on aura effectivement un très satisfaisant et puis plus on va effectivement baisser, plus la note également baissera. C'est une évaluation souvent qui est faite au moment de l'audit qui peut être faite parce que on a souvent encore sur les équipements bah, l'étiquette qui est notée. Sinon, souvent, elle est aussi tout simplement avec la fiche de présentation technique de l'équipement. Donc, à vous peut-être aussi de retrouver cette fiche technique. C'est un coefficient 1. Et je vous ai mis en fait c'est l'ADEME effectivement qui en décembre 2022, et c'est toujours bien à jour, hein, avait bien remis aujourd'hui le système d'étiquetage. Donc voilà, selon les différents équipements que l'on peut rencontrer. Hein, et donc vous voyez qu'il y a encore certains équipements qui n'ont pas effectivement d'étiquette A, mais voilà, c'était pour vous donner vraiment une identification et vous l'aurez bien sûr dans le document. Le critère numéro 218, qui correspond donc maintenant au critère 167, bah, c'est tout simplement que si j'ai en effet comment dit-on, un équipement de chauffage, bah, je dois le faire entretenir. Hein. Donc là, il va vraiment falloir remettre les rapports d'entretien. Hein. Et c'est vrai qu'on nous dit que quand même, le document qui est remis par le professionnel doit comporter la liste des opérations effectuées, à défaut potentiellement ce qu'elle a pu corriger lors de l'entretien, hein, s'il y a lieu. Souvent, il doit y avoir aussi la mesure du taux de monoxyde de carbone et le résultat, bien sûr, de l'évaluation de la performance énergétique potentiellement, si vous avez une chaudière, de cette chaudière. Hein. On pourrait d'ailleurs vous remettre quelques préconisations justement sur son entretien. Donc, chaudière ou équipement, il faudra avoir ça. Souvent dans les entreprises, sur les entretiens, ça peut être tout simplement dans des registres d'entretien ou tout simplement auprès de votre collectivité qui s'en occupe. À vous de récupérer les contrats, les attestations pour prouver en effet que c'est bien entretenu. On arrive au dernier chapitre sur la partie donc sobriété énergétique. Ça concerne cette fois-ci donc l'eau. Donc le critère donc 219 ou je devrais dire 168 concerne la surveillance des eaux. Donc c'est-à-dire qu'on vous demande de mettre en place des actions permettant la surveillance et la consommation et la détection surtout des surconsommations, c'est-à-dire concrètement des fuites. Hein. Donc là, on va attendre de vous d'avoir un suivi des consommations. Souvent, on va parler d'un tableau de bord, d'un relevé de compteur régulier. Là aussi, j'ai bien conscience que souvent, c'est pas évident pour vous parce que vous n'êtes pas toujours, comment dit-on, en accès direct au compteur, voire parfois certains offices même ne payent pas tout simplement cette partie d'eau. Donc, vous rapprochez là aussi, en tout cas, tentez de vous rapprocher de vos collectivités, du propriétaire du bâtiment afin de pouvoir avoir au moins une idée de ses consommations ou peut-être tout simplement le process mis en place par le propriétaire pour surveiller la consommation d'eau et surtout éviter les fuites. Hein. Et c'est vrai que pour pouvoir le prouver, un tableau de suivi en place sur la base des factures, ce sera l'idéal pour que le critère soit validé. Et c'est un coefficient 3. Et c'est vrai que je voulais juste vous faire un zoom parce qu'on avait accompagné un camping justement dans une démarche environnementale. Et c'est vrai que le fait d'avoir détecté une fuite d'eau par une mise en place d'un suivi, ça lui a fait économiser 5 000 € par an. Donc voilà, ça, c'était vraiment pour vous dire que ça peut parfois être quand même très important. Le critère 220, notre dernier critère de sobriété énergétique en matière donc d'eau. Donc maintenant, c'est le critère, pardonnez-moi, 169, concerne cette fois-ci bah, le fait que une fois qu'on a identifié combien on consomme et les potentielles fuites, bah, c'est de mettre en place une gestion économe. Donc là, ça va passer par des équipements installés, hein, des robinets économes, des WC double chasse, etc. Donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, une chasse standard, hein, elle utilise entre 9 à 12 litres d'eau par utilisation
ventilation. Donc, c'est vrai que quand on met une chasse à double flux, bah, quand on a effectivement les deux systèmes, bah, le petit bouton, c'est 3 à 4 litres et le gros bouton, c'est 6 litres. Donc, en effet, ça montre qu'on peut vraiment réduire tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut nous faire économiser jusqu'à 50 litres d'eau par jour et par personne. Donc, sur une année, ça fait 15 000 litres quand même, hein. Donc, si on est effectivement sur une entreprise de base de 4 personnes. Donc là, bah, ce sera les actions qui sont mises en place qu'il faudra arriver à prouver au moment de l'audit, des factures. Pareil, ça peut être sur le rapport de l'audit dont on a parlé, le rapport énergétique en fera état, hein, ou une attestation du vice de la direction ou des services techniques, ou bah, bien entendu, ça peut être aussi là vu directement en visuel lors de l'audit. C'est un coefficient 3. Donc, à vous effectivement de bien identifier les équipements que vous avez ou prévoir l'installation d'équipements et pouvoir là aussi le valoriser. Pour conclure sur la sobriété énergétique, eh ben donc concrètement, ça va aujourd'hui vous apporter une réduction des coûts énergétiques et ça, c'est quand même important. Ça va améliorer le confort quand même des clients et des collaborateurs et puis bah, ça va vous permettre aussi et ça va contribuer à l'obtention du label. Et puis sachez également quand même, ou en tout cas faites-en part à vos collectivités ou propriétaires, qu'il y a aussi des aides financières aujourd'hui qui existent pour aider justement les entreprises dans cette transition. Donc, aujourd'hui, on a effectivement l'ADEME, hein, l'Agence de la transition écologique, qui propose un certain nombre d'aides. Alors, bien sûr, toujours pareil, il faut des critères, hein, de sélection. On a aussi certaines chambres de commerce et d'industrie. Et puis, parfois, on peut aussi avoir la région et les collectivités locales. Et pour ça, effectivement, moi, je vous encourage aussi à venir vers Véronique, hein, vers le CRTL Occitanie, où voilà, ils ont aussi une section en interne où je Mm. pense qu'ils peuvent vous être d'un bon appui pour vous accompagner dans cette transition-là. Hop, on arrive donc voilà, à la fin, hein, 9h27, de cette présentation webinaire. Donc, je mettrai bien sûr à jour le PowerPoint avec les bons numéros de critères pour que vous puissiez le récupérer une fois qu'il sera en place sur le site internet du CRT. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, deux petites questions, Audrey, dans le chat. Donc, moi, j'avais eu des appels également. Surtout, c'est quelles sont les structures qui pratiquent les audits énergétiques? Alors là, il faut faire une recherche au niveau de vos territoires, mais c'est quand même souvent des organismes, comme on dit, agréés. Voilà. Donc, bon, Socotec, la PAV, par exemple, voilà, qui ont vraiment la capacité à faire des audits énergétiques officiels. Donc ça, c'est ce sur quoi il faudra principalement aller. Mais tu confirmes bien que ce sont des organismes qui sont labellisés et qui sont accrédités pour faire ce genre d'exercice, hein. On est bien d'accord. Oui. Ce qui sera Mhm. différent, par exemple, avec un diagnostic environnemental où là, il n'y a pas forcément d'agrément. L'audit énergétique, mais comme le DPE, hein, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut quand même aller vers un organisme qui est habilité à le faire. Mhm. Mhm. Mm. Autre question dans le chat. Donc là, c'est Mathieu de Montauban qui nous dit que donc il est dans le cadre d'un bâtiment classé à simple vitrage. Y aura-t-il une souplesse de labellisation? En effet, pour ce type d'intervention, ça passe par un ABF, démarche complexe. Ouais. Alors, enfin, Mathieu, vous avez bien raison parce que beaucoup d'offices sont confrontés à cette problématique d'être dans des bâtiments exceptionnels, mais en effet qui ont quelques contraintes par rapport à la gestion énergétique. Et aujourd'hui, rien ne nous confirme qu'on pourra, en tant qu'auditeur, vous accorder une souplesse du fait que c'est les ABF. Voilà. Donc, euh, voilà, même si c'est un bâtiment classé, on ne peut que vous encourager en effet à travailler avec les ABF, même si les démarches sont complexes, pour essayer de faire évoluer les choses euh, en ce sens. Mais voilà, si c'est du simple vitrage, ça ne sera pas validé. Euh, Je comprends. Ouais, je suis désolée, Mathieu. Mm. Pas d'autres questions et d'autres remarques dans le chat. Ben, Audrey, c'était très clair, hein. Donc, moi, j'ai pris effectivement, moi aussi, beaucoup de notes par rapport à tout ce que tu nous as dit sur ces critères. Donc, je reprécise, comme l'a dit Audrey, vous retrouverez donc le support actualisé et bien sûr le webinaire qui sera donc en replay à partir de la semaine prochaine sur le site du CRT. En tout cas, merci à tout le monde. Je vous invite donc à noter, et je vous l'ai dit tout à l'heure en propos introductif,
objectif la prochaine rencontre avec Audrey, donc qui sera le 25 avril sur le côté non, c'est ça, si, social et sociétal. Exact. Et juste, je me permets juste de vous rappeler que pour tous les critères qu'on a balayés, à mon avis, le plus important, c'est le travail collaboratif avec la collectivité, avec le gestionnaire du bâtiment, parce que c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire. Et parce que les collectivités vont de toute manière, elles-mêmes propriétaires de bâtiments, être dans des obligations légales de mise en conformité par rapport justement à la transition énergétique. Donc, il faut vraiment essayer de travailler ensemble. Voilà, c'était juste pour conclure. Merci Audrey. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et puis, ben, je souhaite à tout le monde donc une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.